Eh bien le bonjour. Comment on se retrouve? Hier c'était le full throttle sur les 24 heures du Mans. Eh bien aujourd'hui c'est full throttle sur le Grand Prix du Canada. Allez, c'est parti. Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Mais avant de faire tout ceci, on va parler de 2-3 sujets pour condenser tout ça. Berg et Alonso sont dans les points. McLaren qui gâche son week-end. Piastri reste devant au général, devant Norris. Mais c'est surtout derrière que ça se resserre. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où cette année risque d'être ultra serré. Surtout si McLaren continue à faire des résultats pas terribles, même si c'est le premier. Faut quand même... Hein, calmos quand même. Parce que c'est le premier résultat pas terrible, entre guillemets. Mais surtout, au constructeur, Mercedes repart P2. Et clairement, je vous le dis de suite, que ce soit dans le chapitre 1, chapitre 2 ou chapitre 3, on ne parlera pas de Ferrari. Je pose mon téléphone. Pourquoi? Tout simplement, il y a une espèce de vague, un peu, moi je trouve, sur Vasseur et Ferrari en général. Tout le monde s'accorde pour un peu leur cracher dessus. Ce qui n'est pas très légitime, faut quand même. Alors oui, la voiture n'a pas encore gagné. Oui, ils ont fait 2 podiums. Oui, oui. Mais l'objectif, pour moi, à mon avis, de Ferrari est 2026, pas 2025. 2025, vous pouvez l'encadrer, c'est signé, c'est mort. C'est soit Max qui gagne, soit Piastri ou Norris. Ou Russell si ça bouge un petit peu. Mais Ferrari, en aucun cas, aura son mot à dire là, cette année. Donc, il faut les laisser tranquilles pour qu'ils bossent correctement. Et surtout, c'est là où je reviens tout à l'heure, c'est que beaucoup ont décrié les médias, et, les youtubeurs, les twittos, c'est tout ce que vous voulez, sur Norris. Quand tout le monde se moquait un peu de lui, pas se moquer, se moquer de lui, clairement, parce que il gagnait pas, ou il faisait des erreurs, et oui, mais c'est de l'harcèlement. Là, ce que Ferrari prend dans les dents avec la team Vasseur, c'est du costaud aussi quand même. Donc lécher. Donc laisser un peu de mou et laisser Vasseur faire. Et si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas avec Vasseur. Mais laissez-le travailler. Moi, ça me fait penser à Jean Todt quand il est arrivé chez Ferrari. Quand il est arrivé chez Ferrari, il était décrié. Au début, il y avait des mauvais résultats. Et c'est après où il a eu réussi à mettre tout son plan en marche. Où là, ça a marché. Mais on peut pas essayer de tout refaire de A à Z et dire, bah ouais, mais là, ça va se passer vite. Bah ouais, mais c'est pas un magicien, le gars. Sinon, il serait sur la Lune. Je te dise, moi. Et donc, le chapitre 1, on va parler de Mercedes. Ils ont mangé quoi, les Mercedes? Parce que P1, avec Russell, devant Verstappen et Piastri. Devant, pas trop d'inquiétude, avec un bon rythme. Russell est parti en pole tranquille. Il a fait sa course. Pas trop inquiété. Bien géré, top. Pas une erreur. T'es propre, stratégie Mercedes. Propre, nickel. Un Mercedes digne des 2019-2020 où c'était chirurgical et c'est là où ils sont le plus dangereux. Et Antonelli qui part P3, non P4, P4 pardon, et qui passe Piastri pour la P3 du coup au premier virage du premier tour. Et puis après il l'a pas lâché sa P3. Malgré ce qu'on va voir derrière, avec les coups de pression qu'ont mis les McLaren à un moment donné, vraiment à la fin, quand Piastri était pas très loin d'Antonelli, et quand Norris aussi est revenu derrière Piastri, donc ça fait quand même du monde derrière, chapeau bas, monsieur, vous n'avez pas flanché,
chapeau bas. Donc c'est son premier en plus podium hein, à Antonelli. Donc c'est un très beau week-end pour les Mercedes et qui pourtant normalement avec des températures plus hautes, Mercedes s'effondre. Alors oui dimanche il n'a pas fait extrêmement chaud, mais par rapport au samedi, eh ben, il a fait beaucoup plus chaud. Donc est-ce que c'est là où il y a le croisement de performance avec la température? Ben, peut-être pas encore, donc tant mieux pour eux. Maintenant il va falloir bosser sur ça quand même Mercedes. Chapitre 2, on va parler d'Hülkenberg et d'Alonso. Je l'ai mal fait. De Nico Hülkenberg. Ricardo, tu nous manques. Vraiment, reviens, s'il te plaît. Et oui, donc ça fait 2 courses d'affilée que ces 2 protagonistes-là bah, marquent des points. C'est dingue. Surtout pour la Kick Sauber qui, normalement, est au fond de plateau. Personne n'en parle parce que au fond de plateau, tout le monde s'en fout. Et alors oui, ils sont très loin, mais ils sont quand même à 1 seconde en qualif, ce qui est pas dégueu, parce que vu que tout le plateau pardon, bah, est ultra rapproché, essayer de faire une amélioration, bah, ça se voit pas trop. Là, ça se voit, et il faut que ça se confirme une 3e fois, parce que si ça se confirme, ça annonce du bon, ça pour Kik, et surtout pour l'année prochaine, Audi. Faut pas l'oublier, hein, l'année prochaine, Kik Sauber F1 devient Audi. Et s'ils commencent déjà à ramener des packages où ça marche, ça veut dire qu'ils ont compris un truc dans leur usine, et surtout les ingénieurs ont commencé à comprendre réellement la voiture et surtout comment l'améliorer. Parce que l'année prochaine, oui, on change de châssis, mais on garde la même typo de voiture. Donc voiture à effet de sol. Donc tout ce qui est gagné cette année peut être retranscrit l'année prochaine sur le concept. Et donc Hülkenberg joue la P9 au pilote avec ces 2 courses où il marque des points. Parce que bah, il est à une dizaine de points, je vous affiche au tableau. Mais il n'est pas très loin finalement des deux autres. Et ben, par contre, son coéquipier Bortoleto a toujours un petit peu de mal. Alors est-ce que c'est la voiture? Est-ce qu'il n'y a pas toutes les évolutions? Ça on ne sait pas. C'est quand même le gagnant du F2 de l'année dernière. Donc c'est pas un peintre quand même. Donc laissons le temps au moins cette année. Et voyons voir l'année prochaine, voir ce que ça donne au moins pour Bortoleto. Et donc oui, comme vous avez pu voir tout à l'heure, Alonso n'a que 8 points. Mais 8 points marqués en 2 courses. Donc c'est pas mal. Et surtout, c'est 2 courses où il marque des points. Avant, il n'avait pas marqué de points. Le pauvre, il a eu que des merdes avant. En espérant que ça le remotive un petit peu notre taureau d'Asturie là. Parce que il faut que. J'adore cette image de. Il faut que ça, il se reprenne en main. Mais on sait, Fernand est très fort quand il sent le coup arriver. On n'a qu'à regarder en 2023, quand l'Aston Martin marchait du diable au début, il faisait des dingueries avec cette voiture. Donc, ben, pareil que pour la Kick Sauber F1, laissons voir l'année prochaine, voir ce qui se passe, parce que si ça se trouve, Fernand va être extraordinaire. Comme très souvent Fernand, quoi. Et donc c'est parti pour le chapitre 3. Et là on va parler des McLaren. Alors prenez une tisane, prenez un petit thé, prenez une boisson, un truc, parce que on va parler. Parce que là, on va attaquer un gros sujet. Déjà on va parler des qualifications pour Lando. P7, Lando vraiment avec une McLaren, alors que son coéquipier plus jeune, moins d'expérience en F1. P3, vraiment Lando? Encore? Et il veut se battre pour le championnat? euh, Cette année est trop resserrée pour se permettre, entre guillemets à mon avis, des désillusions comme ça en qualification. Il faut qu'il s'améliore en qualif et surtout sous pression, on va le voir après. Mais c'est réellement dans les 10 derniers tours que tout a basculé pour les McLaren. Tout. Lando qui revient P4, P5,
avec Piastri qui était déjà P4 depuis le début de la course, faut pas l'oublier. Et Lando avait un rythme de fou furieux en course. C'est ça, moi, qui, pas m'agace, mais m'exaspère, c'est qu'à chaque fois, en rythme de course, il est pas trop mauvais, Lando. Par contre, en qualif, il peine. Mais du coup, bah, ça donne des dimanches plus compliqués pour lui. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, cette histoire. Et ben, Piastri était derrière Antonelli, prendre les DRS, perdre les DRS, des retardataires. Lando qui revient sur Piastri. Piastri qui nous sort, mais un freinage. Mais alors, du futur à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, sur Lando, dans le droite-gauche, dans les 2 derniers virages du circuit, où il y a le mur des champions. Magnifique. Bon, par contre, ça sacrifie sa sortie. Lando lui sort beaucoup mieux. Piastri garde sa trajectoire. Mais sauf que ben, c'est pas une ligne droite, ça fait une espèce de petite courbe à droite pour après faire passer 90 degrés à droite. Donc, eh ben, Norris a essayé de mettre sa voiture là où ça passait pas. Pourquoi avoir essayé de passer par là alors que clairement ça allait pas passer? Je vois déjà dans les commentaires vidéo, oui, mais s'il va à l'extérieur, Piastri l'aurait poussé. Oui, s'il le pousse, ben, il aurait pris une pénalité. Mais là, Norris, eh ben, clairement, se tire une balle dans le pied, et même s'il n'arrive pas à le doubler, eh ben, faut qu'il reste derrière. Parce que quoi? Parce que là, ça a amené que Verstappen et Russell sont revenus un petit peu plus sur lui, et du coup, qui fait ben, un espèce d'engrenage maléfique. C'est que ça revient derrière, il va être sous pression, plus il va être sous pression, plus il va faire d'erreurs, plus il se rend de près, et puis bah, il va perdre, j'espère pas, hein, sa P2 au championnat, s'il continue comme ça. Moi je pense que c'est un risque aujourd'hui que McLaren doit prendre en disant à Norris, eh ben, tu ne peux pas jouer le championnat cette année, tu as trop de pression, répare-toi, reprends confiance pour l'année prochaine, on prépare une caisse de fou furieux, regarde, de toute façon ils doivent savoir où ils en sont, et dire bah, cette année, malheureusement Lando, tu vas être trop sous pression, et au contraire, en lui enlevant cette pression-là, ça se trouve, il fera encore de meilleurs résultats, et finalement, il sera encore dans la course au championnat. Donc moi, je serais à la place de McLaren, je ferais ça. Est-ce que c'est une bonne solution? Peut-être pas, hein. Moi je suis pas team manager, hein. Moi, je suis dans dans mon petit studio, et je suis là à vous faire des vidéos. Mais moi, je ferais ça. Est-ce que c'est la bonne solution? Je vous dirai ça le 31 décembre de cette année, où on vous fera un beau débrief de ce qui s'est passé tout au long de la saison. Hein, bien évidemment. Bon, et ben voilà, c'était tout pour le Full Throttle sur le GP du Canada. Merci de mettre un petit like, un petit commentaire, et puis bah, abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Chapitre 2. Je dirais passe-partout. Sauf que moi, je suis pas passe-partout, je suis passe nulle part.